Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenu les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Donc on se retrouve pour discuter du premier rapport des atteintes à la liberté de la presse qui a été publié par l'OFALP, l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, il y a quelques mois. Je vais vous présenter très rapidement les gens qui sont autour de cette table et puis on va pouvoir entrer dans la discussion. On va essayer de se donner, enfin c'est pas on va essayer, on va vous donner la parole à la fin de l'espèce de débat ou de table ronde qui est, enfin de la table ronde qui est en place. Je pense plutôt le faire une fois qu'on aura épuisé les 2-3 questions et les discussions qui vont avoir lieu. Donc gardez vos questions, on est preneurs, y compris surtout à l'OFALP, du regard que vous pouvez porter sur les travaux qui ont été réalisés, puisque d'autres sont en cours. C'est une association qui est en train de se développer. Donc je commence tout de suite et je les remercie d'être là par vous présenter tout à ma gauche Tristan Kemener, qui est le directeur général d'un journal Fakir qui existe depuis bien longtemps et qui continue à exister dans les Hauts-de-France. C'est un titre papier qui a aussi une vie sur le numérique. Et qui est très clairement engagé, militant sur des questions d'actualité sociale, mais pas que. Enfin, la plupart d'entre vous connaissent sans doute Fakir, puisqu'il y a des noms illustres qui y sont passés, en plus de celui de Tristan Kemener. À sa droite, vous avez Cécile Dollmann, qui est coprésidente et cofondatrice de l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. C'est une des chevilles ouvrières de l'association. Une des, j'allais dire, des machines de l'association, parce que je finirai par me présenter et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Non pas qu'elle me maltraite, mais pas loin. À ma droite, vous avez Laure Meriem Rouvier, qui est une journaliste indépendante, qui a dans son parcours eu la chance, je le dis comme ça, mais c'est vraiment vu de l'extérieur, de s'engager dans la reprise d'un hebdomadaire de pays dans la Drôme qui s'appelle Le Crétois et de s'y engager sur le modèle de la SCOP. Donc ça aussi c'est intéressant, j'ai découvert ça il y a très, très peu de temps et Laure Meriem est aujourd'hui journaliste indépendante, donc je pense que c'est un interlocuteur intéressant, une interlocutrice, pardon, une situation professionnelle intéressante s'agissant des atteintes à la liberté de la presse. On en discutera au cours des minutes qui suivent. Et puis tout à ma droite, j'allais dire à mon extrême droite, mais pour le charrier un peu, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Vous avez Pierre-Yves Bulletot, qui est journaliste, qui est un homme de radio à la base, mais qui est en ce moment très très impliqué, et qui est d'ailleurs l'un des cofondateurs aussi de Splan, un média d'investigation indépendant, qui a fleuri pas très loin d'ici, dans le Trégor, qui a une vocation régionale, et qui est plutôt orienté sur des questions d'environnement et de justice sociale. C'est un média que je trouve relativement exemplaire, parce que... parti comme la plupart des médias qui ont démarré de rien, et aujourd'hui c'est un média qui a son audience mais qui a aussi une éthique de travail, et pour assez bien le connaître on peut parler d'aventures humaines assez intéressantes. Voilà, bon, sans doute aussi au Crétois et sans aucun doute à Fakir, mais que je connais moins bien. Je termine par me présenter. Je m'appelle Olivier Scalia, je suis journaliste pour un quotidien régional dont je tairai le nom parce que je ne suis pas là pour le représenter. Je suis aussi coprésident et cofondateur de l'OFALP. On travaille depuis 2023 sur la mise en place de cet observatoire. C'est quoi l'OFALP ? C'est une association de gens qui un jour se sont dit mais y a un sujet sur les atteintes à la liberté de la presse. Ça a vraiment démarré comme ça. Alors moi, de mon côté, peu importe, j'avais déjà, avec d'autres journalistes, travaillé sur la question et repéré un sujet là-dessus. Et puis d'autres journalistes, évidemment, ailleurs en France, se disaient la même chose, en disant mais il se passe quand même quelque chose. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, c'est un réflexe corpo, c'est du sociocentrisme, voilà. Et puis ces journalistes se sont rencontrés, je crois au départ à la faveur des assises à Tours, mais peu importe. Ça a commencé à discuter, à réseauter, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. L'OFALP est simplement né de la volonté de journalistes issus d'horizons différents, de médias différents, de dire on va arrêter de fonctionner avec des sensations, de j'ai entendu dire que, moi j'ai vécu ça, etc. Donc de cette volonté de rationaliser ce que nous identifions comme des atteintes à la liberté de la presse. Donc l'OFALP, une association de gens
initialement impliqués dans la production d'informations, dans le métier d'information, qui se rendent compte que c'est parfois difficile et très violemment difficile parfois de faire le métier de journaliste, que ça se matérialise par des empêchements qui sont gradués de l'intimidation jusqu'à l'empêchement physique, parfois avec violence, et qui décidons de nous regrouper et d'organiser un travail de collecte, de qualification, de vérification et de diffusion de ce qui, à la sortie de cette moulinette, constitue des atteintes à la liberté de la presse. Je termine par présenter cet observatoire en vous disant que très très vite, les journalistes qui ont réfléchi pendant une dizaine de mois, 8 mois, avant de se constituer en association et d'engager la construction administrative de l'observatoire, on s'est dit tous qu'une instance comme celle-là ne pouvait pas faire l'économie d'une place pour les citoyens, ce qu'on a appelé les citoyens, en tous les cas les non-journalistes. Très rapidement, ça a été un sentiment partagé, une volonté partagée. Donc l'OFALP est organisé en 3 collèges, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ce n'est pas l'objet de cette soirée. L'OFALP est organisé en 3 collèges, un collège de citoyens, enfin un collège de journalistes, un collège de citoyens et un 3e collège qui permet à des personnes morales d'entrer. On a, qui siègent, y compris au conseil d'administration, des syndicats de journalistes, des associations de défense des libertés publiques, comme la LDH par exemple, et aussi des associations amies qui travaillent sur la question des libertés publiques, mais dans un périmètre beaucoup plus large que celui de la France, type RSF. Voilà. L'idée, c'est celle d'une ouverture, d'une pluralité des regards et d'un objectif de production, ce qui fait la force. Cécile va vous en parler juste après. La force et la légitimité de l'OFALP, c'est la solidité des données qu'elle sort. Donc le travail d'observation, c'est la collecte, mais c'est aussi la consolidation des données qui nous sont apportées. Ça demande un boulot énorme. Je termine en vous disant qu'on est parti de 0, avec grosso modo notre conviction qu'un besoin, d'une urgence à faire quelque chose. Et on a démarré avec, en gros, nos clés de 12 et nos cahiers et nos idées. Alors, j'introduis l'histoire de ce rapport. Cécile, tu apporteras les précisions qui vont bien derrière, évidemment. C'est un rapport qui a été bâti sur des données 2024. On est en 2026. Vous dire, les gars, réveillez-vous. Bon, je vous ai dit en préambule qu'on est parti de 0. Donc il a fallu à la fois constituer, organiser l'outil de travail, l'association, répartir, voir qui peut faire quoi. Enfin, vous voyez bien comment fonctionne une association. Il a fallu ensuite trouver des méthodologies de travail qui soient conformes avec la volonté de consolidation, de la nécessité de consolider et d'avoir des infos en béton. Et il a fallu ensuite produire, entre guillemets, les données. Alors, ces données, on est très content. Elles ont abouti à un premier rapport publié il y a 2 mois. Cécile, est-ce que, de façon très synthétique et efficace comme tu sais l'être, tu peux nous dire, grosso modo, ce qu'on trouve dans ce rapport ? Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Alors, notre idée, c'était vraiment, en fait, on avait tous cette impression-là de voir une multiplicité d'atteintes et d'attaques contre la liberté de la presse qui venaient de plein d'acteurs différents, avec plein d'outils différents, et donc d'avoir une espèce de rétrécissement diffus sans pouvoir le quantifier. Donc notre activité principale, c'est tous les ans de publier un rapport sur les atteintes à la liberté de la presse qui se passent sur le territoire français. Donc on travaille uniquement sur des atteintes qui ont lieu en France. Notre travail, ça a été vraiment de construire une méthodologie avec de la vérification et avec une forme de redondance, c'est-à-dire que toutes les atteintes qu'on recense dans ce rapport qui est ici, elles sont vérifiées par des journalistes. J'ajoute que le rapport, vous pouvez le télécharger si vous voulez le regarder pendant la conférence ou après sur notre site ofalp.org. Il est en libre accès. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'établir un peu des catégories des différentes atteintes qu'on peut voir pour essayer d'être le plus précis, le plus exhaustif possible.
Donc, je ne vais pas vous faire le détail des 19 catégories d'atteintes qu'on a, mais pour vous donner une idée, on va autant recenser des menaces, des phénomènes de cyberharcèlement, des violences, qu'elles soient des violences policières ou que ce soit des violences sur le terrain en reportage, mais aussi des attaques qui utilisent les moyens juridiques, donc des procédures bâillons, parfois même des menaces de poursuite qui servent à intimider des journalistes sans poursuite derrière. Mais on a aussi des phénomènes qui sont moins visibles, moins connus. Par exemple, toutes les entraves à la collecte d'informations. Donc ça va être quand un journaliste ne parvient pas à obtenir un document public qui est censé être communiqué par une administration, mais que l'administration ne répond pas. Ça peut être aussi quand on empêche un journaliste d'accéder à une conférence sans aucune raison, ou qu'on décide d'arrêter de lui envoyer les communiqués de presse de la préfecture parce qu'un article ne nous a pas plu. Et enfin, on a aussi des atteintes qui peuvent se passer à l'intérieur des rédactions, avec toutes les atteintes à l'indépendance, toutes les pressions. On en a eu plusieurs exemples dans des médias qui avaient été rachetés par un milliardaire breton, mais pas que. Et donc là, on est sur des atteintes qui sont assez insidieuses, parce que souvent, les choses se passent en coulisses, sans qu'on puisse les connaître. Et donc, nous, notre idée avec ce rapport et cette base de données, c'est de recenser les atteintes qui sont publiées, qui se retrouvent dans la presse, mais aussi de pouvoir avoir un signalement par des journalistes sans que leur nom soit cité, sans que leur cas soit cité. C'est-à-dire de comptabiliser tout en protégeant les journalistes pour pouvoir vraiment aller voir ce qui se passe là où on ne peut pas voir et là où personne n'en parle. Donc pour ce premier rapport, l'idée c'était vraiment de tester, d'éprouver, de construire notre méthode. Donc on a travaillé uniquement en source ouverte, c'est-à-dire sur les données 2024, on a regardé tout ce qui sortait dans la presse, tout ce qui était remonté, dénoncé dans les réseaux sociaux, dans les réseaux syndicaux. On en arrive à 91 atteintes à la liberté de la presse. Donc ça semble pas énorme, mais déjà il y en a certaines qui sont particulièrement graves, avec des violences physiques, avec des menaces de mort. Et puis c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et l'idée c'est que maintenant qu'on a ce premier rapport, on va pouvoir, on a créé un mail de signalement pour que les journalistes nous contactent. On est en train d'étendre notre réseau. On va solliciter après des gens dans des médias pour qu'ils diffusent nos mails de signalement, qu'ils appellent les journalistes à nous signaler ce qui leur arrive. Donc je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'on raconte dans le rapport, mais pour vous donner quelques idées du type de données, de ce que déjà, rien qu'avec ce premier instantané, on arrive à voir sur ce qui se passe en France. Sur les 91 atteintes qu'on a recensées, dans 4 cas sur 10, l'auteur est un représentant de l'État. C'est-à-dire un élu, un parlementaire, les forces de l'ordre, une préfecture. Donc on voit que la force publique, dont on attend en tant que citoyen qu'elle défende les libertés publiques et qu'elle soit un garant de la démocratie, peuvent parfois contribuer à museler le débat public. Ça, c'était une des premières grosses conclusions, et là, ça nous a vraiment frappé parce qu'ils étaient loin devant les autres acteurs, alors qu'on s'attendait à voir les entreprises privées, des choses comme ça. Voilà, évidemment, on a des atteintes qui émanent d'autres acteurs, d'individus isolés, d'organisations, d'entreprises, mais celle-là, c'était vraiment un cas fort. Sur les auteurs, il y a un autre élément qui nous a particulièrement frappé, c'est qu'on s'est rendu compte que sur toutes les atteintes, on a un tiers de cas où les atteintes émanaient d'auteurs en lien avec l'extrême droite. Donc on peut avoir des parlementaires. Sur les 8 parlementaires qui ont commis des atteintes, il y en a 7 qui étaient affiliés à l'extrême droite. Donc on voit clairement un phénomène. On a des choses qui émanent de groupuscules. On a aussi des lettres de menaces. Et il faut savoir qu'en 2024, on a eu des campagnes législatives. Et que dans les contextes d'élection, on a beaucoup d'atteintes qui sont liées à la politique. Quand les atteintes qu'on a recensées étaient liées à un article spécifique, dans un quart des cas, cet article, c'est un article qui portait sur la politique. Donc c'est vraiment un enjeu de friction. Et là, on le voit récemment avec les municipales. On a une avalanche de cas à traiter pendant cette période des municipales. On va rentrer dans une période présidentielle et on va faire très attention parce qu'on pense que ça va être une période très compliquée et avec des atteintes qui vont se multiplier. Bon, ça c'est une première chose, c'est sur les auteurs. Un deuxième élément un peu saillant que je voulais partager avec vous, c'est sur les conséquences. Donc nous, quand on contacte les journalistes, on pose un certain nombre de questions, on essaie d'établir sur quoi ils travaillaient, qui est l'auteur, quel est son statut, est-ce qu'il travaille pour
de manière indépendante, et c'est un pigiste ou pas, pour essayer d'établir un petit peu si il y a certains auteurs qui vont plus cibler d'autres journalistes que d'autres. Et on leur demande aussi quelles ont été les conséquences de cette atteinte. Donc, est-ce qu'il y a eu une atteinte au secret des sources ? Est-ce qu'il y a une atteinte à leur intégrité physique, à leur intégrité morale ? Et ce qu'on a vu, c'est que dans 70% des cas, il y a une atteinte à l'intégrité morale. Donc ça nous semble énorme, c'est-à-dire du stress, de l'anxiété. Il y a certains journalistes qui nous ont dit qu'ils avaient dû avoir un suivi psychologique parce qu'ils avaient été menacés et que c'était extrêmement difficile pour eux à vivre. Et un autre chiffre qui nous paraissait important, dans 60% des cas, on a une atteinte sur la production de l'information. Donc c'est un article qui n'a pas été publié, une information qui n'est pas sortie, un journaliste qui a été tellement perturbé parce qu'il lui arrivait que pendant une semaine il a eu du mal à travailler, il a eu du mal à se concentrer, un document qu'il n'a pas eu et donc un article qui a été publié de manière incomplète. Donc ça nous montre que les atteintes à la liberté de la presse, c'est pas juste un problème corporatiste ou syndical de journalistes qui essayent de défendre leurs conditions de travail. Ça joue évidemment et c'est une préoccupation, mais en fait c'est un problème de démocratie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un journaliste est empêché de travailler, c'est une information qui n'arrive pas au public. Et c'est pour ça que c'est un enjeu très important en ces périodes complexes, avec des présidentielles qui arrivent. On a besoin de journalistes qui puissent faire leur travail. Et c'est particulièrement important pour les médias indépendants parce qu'on voit bien que sur certains types d'atteintes, par exemple les procédures Bayon, les médias indépendants sont plus vulnérables. On pourra en parler si vous avez des questions là-dessus, mais c'est un vrai enjeu. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, donc je vous invite à télécharger le rapport. Vous aurez tous les détails avec les chiffres et des précisions sur notre méthodologie. On ne veut pas entrer, merci Cécile, merci beaucoup pour ton esprit de synthèse et ton propos synthétique. On ne veut pas rentrer dans le détail des atteintes et les éléments conclusifs sont un peu, vous paraissent sans doute un peu flous. On va répondre à vos questions derrière, aucun souci. L'idée maintenant, c'est de passer la parole aux gens qui produisent de l'information autour de nous et qui sont là pour ça. Est-ce que l'un ou l'une d'entre nous veut prendre la parole sur les éléments de conclusion qui sont apportés ? Je présume, j'espère, je prie pour que vous ayez pris connaissance de ce rapport et que vous ayez des choses à dire. Alors, Pierre-Yves, tu veux débuter ? Ok. Je veux bien parce qu'en fait, Splan est un média qui est né des atteintes au journalisme. C'est-à-dire qu'avant même le rapport de l'OFALP qui explique ça, Splan est né de ces pressions, intimidations envers Morgane Large et Inès Léraud. Et en fait, c'est là où, en tant que journaliste de terrain, on s'est dit, en fait, c'est juste plus possible. C'est-à-dire qu'il y avait déjà les chargés de communication qui faisaient barrage, le contradictoire impossible à avoir, c'est-à-dire les personnes mises en cause ou dont on a besoin d'avoir la parole qui ne répondent plus. Mais là, le degré était supérieur, puisqu'en fait, c'était des menaces, notamment déboulonnage de roues, etc. Et en fait, et je m'arrêterai là pour laisser la parole, mais l'OFALP, c'est aussi la réponse, c'est aussi des médias qui se sont créés. Et Splan est un bébé OFALP, ou en tous les cas un bébé avant l'OFALP. Et d'ailleurs, Splan participe aussi assez grandement dans la réflexion, l'élaboration de l'OFALP, et il la nourrit, parce que malheureusement, on pourra y revenir. C'est pas parce qu'on s'est créé qu'on a arrêté les atteintes, les intimidations, puisque plus on fait le boulot d'investigation, vous imaginez bien que plus les intimidations, les pressions arrivent. Et nous, c'est arrivé assez rapidement, quoi. Une illustration rapide d'un coup de pression ou de ce que vous considérez, sans forcément que c'était instruit par l'OFALP, comme une atteinte à la liberté de la presse, un truc récent un truc récent qui va vous paraître tellement insignifiant et qui nous a dit « Ok, on est dans une période qui a bougé ». C'est une histoire de stickers, hein. C'est-à-dire que c'est rien, ce sont des autocollants. Et un lundi matin, j'arrive au boulot et la porte de notre local est complètement recouverte de stickers d'extrême droite. Alors vous pourrez dire c'est juste des autocollants, mais ces stickers, ils racontaient comment la gauche avait collaboré, soi-disant, sous Pétain, comment il y avait des listes entières de collabos et comment ce mouvement des patriotes bretons avait les listes et prévenait simplement qu'un jour ces listes se seraient mis à exécution. Je ne vous fais pas un tableau. Et en fait, ce n'était pas que des autocollants. Et c'est-à-dire que dès lors que j'ai découvert cette porte, tout de suite j'ai appelé mon conseil d'administration et on a décidé de déposer plainte en gendarmerie, simplement parce qu'on s'est rendu compte que ces stickers dans les périodes électorales en Bretagne
commençait à tapisser à peu près toutes les rédactions des locales. Et on s'est dit, en fait, là, c'est pas ce plan qui est attaqué, c'est clairement la liberté d'informer, le droit de savoir citoyen. Et si on fait ce job, c'est pour la liberté d'informer, mais c'est pour votre droit de savoir à vous. Et en fait, on a nourri, et le gars va être... l'auteur a été trouvé, il va passer en comparution le 11 mai, et en fait, la multiplicité des mains courantes et des dépôts de plainte de nous, mais des autres médias, font que, à mon avis, la justice va pouvoir faire son office. Et c'est aussi ça, en fait, l'OFALP. Et la réponse concrète, c'est tu m'attaques, il y a des biais pour répondre, et il faut s'unir pour répondre et pour empêcher ces attaques. Voilà. Merci Pierre-Yves. Laure, tu veux apporter un témoignage ou une expérience ou commenter les conclusions du rapport ? Alors, commenter, non, je ne me sens pas légitime pour commenter tout le travail que vous avez fait, mais pour moi, on va dire, une des graves atteintes à la liberté de la presse, c'est la concentration des médias. Et c'est une lame de fond qui est peut-être un peu moins visible parce qu'on ne se rend pas forcément compte en tant que lecteur ou lectrice ou consommateur de médias, mais notamment dans la PHR et la PQR, c'est la presse hebdo-régionale ou la presse quotidienne régionale. Il faut savoir que 95% voire plus de la PHR et PQR appartiennent à des grands groupes. EBRA, par exemple, qui appartient au Crédit Mutuel, au CIC, c'est le Dauphiné. Alors moi, je viens de la Drôme, pardon. Donc, vers chez nous, voilà, c'est le Dauphiné Libéré, par exemple. Et donc, ils n'ont pas les mêmes enjeux que la presse indépendante. Eux, ils sont là pour faire du fric et de faire l'influence. Et j'ai une petite anecdote sur une consoeur. Donc moi, j'étais dans la vallée de la Drôme, dans un bled qui s'appelle Cré. Et une consoeur du Dauphiné Libéré, un jour, elle écrit un papier au moment des élections législatives. Et elle remarque que le maire de la ville n'a pas nommé et salué la nouvelle députée NUPES à l'époque. Donc elle l'écrit dans son papier. Le lendemain, publication, ce n'est pas écrit dans le papier. Le rédacteur en chef avait enlevé cette information-là, sans même la concerter. Parce qu'on sait que le maire en question, à l'époque, avait un contact direct avec le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré du coin. Voilà, en fait, c'est des petites choses, mais c'est ce que tu disais, mais qui attaquent votre droit à être informé correctement. Et dans cette histoire, pour moi, de financière, ce qui joue aussi dans les atteintes à la liberté de la presse, c'est la précarité des journalistes, et notamment des pigistes. Donc maintenant, je suis pigiste, donc c'est aller travailler un peu... Souvent, on fait quand même un pré-travail avant de proposer une pige, donc c'est un travail qui n'est pas rémunéré, donc ça nous demande beaucoup de temps. Les piges, c'est pas forcément cher payé, enfin... Voilà, c'est comme ça. Et la précarité amène à des moments de se poser la question comment je fais pour faire bouillir la marmite. Parce que c'est pas forcément en faisant 3 piges par mois ou une belle pige qu'on arrive à nourrir ses enfants. Donc peut-être aller travailler ailleurs. Mais si on a travaillé ailleurs, peut-être qu'on va rentrer en conflit d'intérêts. Je vous donne mon exemple. Là, je vais peut-être faire des remplacements en tant que professeur. Mais je mène dans les établissements privés, malheureusement, parce que public c'est compliqué. Mais je suis en train de faire une enquête sur l'école privée. Et j'y tiens à cette enquête. Donc le choix, il est draconien. C'est qu'est-ce que je priorise ? Est-ce que je vais être, on va dire, plus douce avec l'école privée qui potentiellement va être un employeur qui me permettra de mettre des épinards dans le beurre pour mes enfants, ou est-ce que je mets pas d'épinards dans le beurre et on mangera juste des pâtes avec mes enfants. Pour moi, on en parle très peu, mais je trouve que c'est vraiment à pointer ça. Ouais. Alors, c'est effectivement de recontextualiser la question de la liberté de la presse dans l'industrie de l'information, avec des modèles économiques qui sont mis en difficulté, notamment en presse quotidienne régionale ou en presse hebdomadaire régionale. C'est effectivement un point
contribue à éveiller notre attention, puisque plusieurs d'entre nous au sein de l'OFALP sommes journalistes en presse quotidienne régionale. Juste une dernière anecdote, excusez-moi, pour deux secondes. Donc nous, on a racheté un journal qui avait 123 ans à l'époque. Alors le Crétois. Le Crétois. Ouais. Intéressant, on se rachetait et constitue une SCOP. Ouais, on a constitué en SCOP justement. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais au bout d'un an et demi à peu près, donc le maire de la ville, parce qu'en tant que localier, on est très proche normalement des élus locaux, et donc le maire de la ville, Hervé Mariton pour ne pas se citer, a démissionné, et donc c'est sa première adjointe qui est devenue maire. Et elle a dit à une de mes consoeurs, évidemment les relations avec le Crétois étaient très compliquées, et donc la nouvelle maire, Stéphanie Karcher, a dit c'est bon, on va pouvoir reprendre la communication avec vous. Je voudrais bien parler à tous les journalistes, sauf à Laure-Myriam Rouvier. Bon, ce qui pose d'emblée un problème. Merci Laure, Myriam. Tristan, sur la question des conclusions apportées par et le travail fait par l'OFALP, est-ce que tu veux glisser un commentaire ou est-ce que tu veux avancer sur plutôt un témoignage et apporter toi aussi sur ce que vous vivez à Fakir, un éclairage cru mais bien réel. Écoute, moi c'est plus un témoignage, et puis pour rebondir un peu sur ce que dit Laure, bon déjà merci beaucoup, c'est vraiment important, c'est crucial je pense d'avoir des rapports comme ça qui mettent en mots ce qui se passe et ce qu'on ressent tous au quotidien, et j'ai presque envie de dire malheureusement en fait on aurait pu, presque l'écrire sans même faire d'enquête parce qu'on le ressentait quoi. Mais bon, c'est beaucoup plus sérieux avec votre travail, et puis surtout ça donne de la matière et quelque chose sur lequel s'appuyer. Et puis pour rebondir sur ce que disait Laure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tout un tas d'atteintes à la presse qui malheureusement, comme tu le disais aussi, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a toutes ces pressions économiques. Le nerf de la guerre, c'est les moyens. Quels moyens on a pour faire une enquête ? Quand on est un média indépendant, on vit uniquement des dons et des abonnements. Et on a une subvention pour la presse indépendante qui est dérisoire. Je veux dire, dans le budget final, ça représente absolument rien. Et pas forcément souhaitable au titre de l'indépendance, peut-être. Et pas forcément souhaitable. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'État qui devrait subventionner le média, effectivement. Mais comme tu l'as dit, l'État... Comment ? Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas forcément l'État qui doit en tout cas subventionner, faire survivre, mais pour moi effectivement l'État c'est aussi une solution. C'est un problème aujourd'hui, mais c'est malheureusement aussi, normalement ça devrait être la solution. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des mesures pour contrer les procédures bâillons, il devrait y avoir des lois contre la concentration de la presse, et on y revient, je veux dire, la concentration de la presse c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Nous à Fakir, c'est quelque chose qu'on dit souvent mais qui n'est pas forcément su, les relais, on dépend énormément des ventes en kiosque. En relais, aujourd'hui, le groupe Relais appartient à Bolloré. On est passé, depuis qu'il détient les relais, on est passé, j'ai pas envie de vous dire de chiffres précis, mais on a perdu facilement 5-6 000 ventes par numéro dans les relais. Puisqu'en fait, on n'est tout simplement pas en rayon. On est mis en arrière-boutique. Quand on rentre dans le relais, on demande un Fakir et le Fakir est derrière, dans l'arrière-boutique. En face, vous avez Frontières, JD News, vous avez Valeurs Actuelles, etc. Fakir, Luma et puis d'autres titres vont être derrière dans l'arrière-boutique. Donc c'est un vrai sujet. Il y a une concentration, donc, comme tu l'as dit, des médias. Et tout ça, ça fait qu'on n'a pas les moyens d'enquêter. C'est ça les atteintes à la presse. C'est que quand on n'a pas les moyens de payer plus de journalistes, Fakir c'est 9 personnes dans l'équipe, si on avait plus de moyens, si on vendait plus, on pourrait, embaucher des journalistes pour faire plus d'enquêtes. Et donc ça, c'est pour ça que je dis que c'est la partie émergée de l'iceberg. On voit toutes les atteintes, les pressions, je pourrais en parler, il y a des pressions aussi numériques. Un exemple. Allez, un exemple, c'est un journaliste à nous qui a fait une enquête sur l'extrême droite et le lendemain, son compte Instagram personnel et avec toutes des photos personnelles de lui et de sa famille étalées sur Twitter avec des insultes et une pression. Ça c'est quelque chose presque malheureusement de commun. Désinhibé. Oui, et puis les attaques de la fachosphère sur Fakir, sur Twitter, etc. C'est un vrai sujet. Mais j'aimerais aussi dire que les atteintes à la presse, c'est pas seulement le fait d'empêcher des enquêtes d'avoir lieu, de mettre la pression sur les journalistes économiquement, etc. C'est aussi de relayer et de laisser relayer de fausses informations.
Parce que ça aussi, c'est une vraie atteinte à notre métier, je pense. Quand je prends l'exemple de Rima Hassan, c'était la semaine dernière. Je veux dire, pendant 2 jours, ça y est, Rima Hassan était une droguée, etc. Et puis au final, rien, ça fait pchit. Et ça, malheureusement, enfin, je veux dire, pour le citoyen, dans la confiance qu'il a dans le journaliste, et puis pour le débat public, pour la démocratie, c'est une calamité. Et c'est inquantifiable. Parfait. Merci Tristan. Ça passe super vite, hein. Le sujet est sans doute pas assez anglais, on a élargi. Ce qui nous intéresse aussi, nous tous ici, c'est de vous entendre vous, à travers les questions que vous voulez poser et peut-être en savoir plus sur le rapport, ou interroger directement les représentants de ces différents médias, dont on a, nous tous, l'impression que l'exercice du journalisme ressemble de plus en plus, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien, à un sport de combat. Je me propose de vous passer la parole. Alors, notre soutien technique, Arnaud, merci d'avance, me disait qu'il y avait un micro HF qui peut circuler dans la salle. Donc n'hésitez pas, on le fait de façon très détendue, très directe. On peut, Cécile, ou moi, mais surtout Cécile, puisque le moteur et la bonne connaissance l'ultra bonne connaissance des rouages, c'est plutôt Cécile, même si je suis en capacité de répondre sur la question de l'OFALP et de la production des données qu'on vous a présentées, ou à travers les expériences et les difficultés ou les problématiques que rencontrent des médias qui sont autour de nous. Par exemple sur la question des modèles économiques, la question de la dépendance financière, de comment on considère l'information comme une marchandise, comme les autres ou pas. À vous la parole, on est tout à fait à votre écoute, y compris pour des précisions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors on vous voit pas, mais c'est pas très grave, allez-y. D'accord, ok. Oui, je voulais savoir comment est-ce que ça se passe, parce qu'on a l'impression quand même que les journalistes sont de plus en plus la cible de menaces, de poursuites judiciaires, que ce soit du privé ou même du public, que ce soit pour diffamation ou d'autres d'autres charges. Comment est-ce qu'on se protège contre ça quand on est un média indépendant, et notamment quand on est un pigiste qui n'a pas forcément une rédaction en chef derrière pour soutenir. Bon, j'imagine qu'on prend tout en note et on essaie de pouvoir prouver que derrière il y a de l'honnêteté dans notre démarche, mais concrètement, comment est-ce qu'on se protège contre ça ? Ce plan a aussi été créé pour ça, c'est-à-dire que justement le journaliste pigiste, comme l'a dit Laure Myriam, c'est la personne la plus facile entre guillemets à attaquer parce qu'elle est fragile, elle est toute seule, etc. Donc ce plan a aussi été créé parce qu'on offre un suivi éditorial et surtout un suivi juridique. Donc il y a déjà ça, c'est-à-dire rien que les médias indépendants, c'est aussi une carapace, en tout cas une protection pour protéger et le journaliste et surtout la liberté d'informer. Après, justement, c'est-à-dire face aux fake news dont Tristan parle, face à l'intoxication de l'opinion, etc., nous, c'est une rigueur et une honnêteté absolue de l'information, c'est-à-dire que on ne sort rien si rien n'a été recoupé 3, 4, 5 fois, vérifié, etc. Et il y a tout un processus de relecture, et en fait, en face, ils le savent. Et donc, ils connaissent notre rigueur et notre honnêteté, et c'est justement d'autant plus pour ça qu'ils attaquent, parce que déjà, ce journalisme-là, à hauteur de médias indépendants, il est fatigant, parce qu'on est peu, parce que les sujets auxquels on s'attaque sont lourds, dangereux parfois. Et donc, ils attaquent aussi parce que dès qu'on vous attaque, on vous empêche de faire la prochaine enquête. Parce qu'en fait, vous avez déjà mis beaucoup d'énergie dans la première. Et dès qu'on vous attaque, eh bien, il faut mettre l'énergie dans la défense, dans la préparation. Il faut mettre l'énergie aussi dans l'argent. Et donc, la procédure Bayon, c'est aussi ça. Hein. C'est un épuisement intellectuel et financier du journalisme. Et c'est la meilleure des attaques parce qu'en réalité... nous ne sommes que des humains comme les autres et à un moment, on fatigue. Après, pour répondre à votre question, ce qui est intéressant, c'est que attaque veut dire riposte. Et nous, par exemple, on a été mis en examen pour diffamation par Philippe Bizien, qui est un poids lourd du lobby porcin breton. On l'a pris à son propre jeu. On y a été, on a gagné. C'est-à-dire qu'à un moment... on peut se dire aussi, ok, tu veux jouer, on va jouer. Et en fait, on a gagné sur un truc génial, sur une nullité, c'est-à-dire que notre avocate est extrêmement brillante, et elle a trouvé la faille, et on a joué, et en fait, on n'a même pas été jugé sur le fond, et ça, c'était notre petite cerise sur le gâteau, parce qu'on a dit, bah, écoute...
tu as voulu jouer sur le fond, on a trouvé la nullité, basta, et en plus ça nous a coûté de l'argent, mais ça nous a rapporté 60 000 €, parce qu'on a fait un appel aux dons, et on a dit, comme ça, grâce à votre procédure Bayon, monsieur Bizien, nous lancerons la prochaine enquête. Joli pied de nez. Alors, la question de l'exercice professionnel le plus rigoureux possible, et la question, pour vous répondre, enfin la réponse, c'est la question la réponse est dans l'exercice professionnel le plus rigoureux possible et dans une démarche collective. De ce que j'entends, je me permets de synthétiser et de reformuler. Cécile, tu voulais apporter une réponse, toi, un complément de réponse sur des outils très pratiques, très opérationnels ? Oui, je pense qu'en cas d'attaque, effectivement, surtout quand on est pigiste, surtout quand on est un petit média indépendant, on est une cible privilégiée parce que on sait très bien qu'il n'y a pas toujours les moyens financiers pour faire face à ce genre de choses. Je pense que la première chose, déjà, c'est aussi parfois, les procédures Bayon, c'est aussi une forme de communication, c'est une manière d'allumer des contre-feux. Pour dire, regardez, non mais je les ai attaqués en justice, c'est complètement faux. Donc de pas rester dans le silence face aux procédures Bayon, de communiquer, de le signaler à l'OFAL, mais aussi de communiquer autour de ce qui se passe. Ça peut même être un levier pour lever des fonds comme l'a fait Splone, c'est de retourner l'attaque pour l'utiliser comme une force. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est important que ce soit recensé parce que après, la personne qui vous a attaqué ou l'entreprise qui vous a attaqué peut être recensée comme un auteur d'atteinte à la liberté de la presse. Et ça ne fait pas toujours bien. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est surtout de ne pas rester isolé. Surtout quand on a une petite structure, quand on est un pigiste. Il y a des organisations qui existent. Nous, notre rôle, on n'est pas un organisme de défense des journalistes directement, mais on travaille à faire réseau avec d'autres organisations. Donc quand un journaliste nous contacte ou un média nous contacte parce qu'ils ont un problème, on peut leur dire, vous avez des ressources, voilà le contact de la personne chez RSF. Il y a, sur le cas des procédures Bayon, des associations qui existent qui ne sont pas du tout connues. Notamment, il y a une ONG internationale qui est basée à Londres mais qui travaille beaucoup en France. Ils ont une Française qui travaille avec eux. Ça s'appelle Media Defense, donc Defense avec un C à la fin comme en anglais. Et donc Media Defense, eux, ils apportent un soutien juridique aux journalistes qui sont attaqués, notamment sur les médias indépendants. Ils peuvent apporter un soutien financier. Il y a des organisations qui existent qui peuvent aider à payer les frais juridiques, juste notamment pour les petites structures. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ajoute qu'il y a un élément, ça c'est pas ce que peuvent faire les journalistes, mais c'est un élément démocratique hyper important. Il y a une très grosse échéance politique qui arrive. Au niveau européen, il y a une directive contre les procédures Bayon qui a été votée. Et donc ça veut dire que la France a l'obligation d'intégrer dans sa législation nationale une loi contre les procédures Bayon. Et donc la France a le choix, soit elle peut adopter la loi telle qu'elle existe, c'est-à-dire une loi un peu protectrice, mais sans rentrer dans les détails, qui n'est pas très protectrice, soit le projet de loi peut inclure des dispositions pour arrêter une procédure Bayon alors qu'elle commence, pour augmenter le montant des amendes pour que ce soit vraiment dissuasif d'attaquer, et parce qu'aujourd'hui à la fin ça ne leur coûte pas grand chose en fait à une entreprise d'attaquer un média, et la France a jusqu'à la fin du mois de mai pour adopter cette disposition. Donc suivez ce qui se passe dans l'actualité, s'il y a des pétitions, écrivez à vos députés et dites-leur surtransposer la directive, protéger les médias contre les procédures Bayon. Bon, là, c'est une façon d'agir très citoyenne. Laure, tu voulais faire juste un petit rappel et un complément de réponse sur comment agir. Comment agir Là, il y a le FPL, qui est le Fonds pour une presse libre, qui est co-organisateur de l'événement aujourd'hui, qui est en train de monter un fonds qui s'appelle Riposte, justement pour aider les médias indépendants à faire face à des procédures Bayon. Et donc, le FPL est en ligne. Vous pouvez faire des dons aussi, défiscaliser, comme dit Fakir. Non, c'est pas Fakir qui le dit, c'est votre ancien chef. Faites, défiscaliser si vous êtes riche en filant des thunes au FPL pour qu'on puisse continuer à exister. Oui, rappelez que le FPL est partie prenante dans cette bataille pour ce segment de fonctionnement démocratique n'est pas tout à fait inutile. Est-ce que dans la salle, vous voulez poser une autre question ? Oui ? Je vous en prie, vous avez le micro ou je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Moi, j'ai plutôt une question sur la concentration des médias côté citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Abonnez-vous aux mesdames. Non, ça c'est déjà fait. Ça c'est déjà fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas des actions en fait, de boycott,
Notre milliardaire breton, il a quand même Canal+, c'est quand même sa vache à lait. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut imaginer Alors, pas seulement. Hein, pas seulement. Vous savez que ma mère, qui a 80 ans, passe son temps devant une des télés. Voilà. Bon. Tristan, peut-être que tu... Ouais, c'est vaste. J'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Effectivement, il faut s'abonner. Si, aller signer des pétitions. Malheureusement, aujourd'hui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la solution viendra par l'État. Et je sais qu'en ce moment, alors je sais pas si elle est déjà en ligne, mais on était en train d'en parler avec le journal L'Uma et le sénateur Fabien Gay, qui est directeur du journal, d'essayer de faire un projet de loi pour taxer la publicité dans les médias non indépendants. Et la taxer à hauteur de 2%, ce qui pourrait rapporter 220 millions d'euros, qui pourrait faire un petit pécule pour les médias indépendants. Et voilà. Mais le nerf de la guerre, c'est la concentration, effectivement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour casser ce bloc? Il pourrait y avoir des mesures assez simples mises en action très rapidement. Dire à un groupe, non, vous ne pouvez pas avoir plus d'une presse, plus d'une PQR, enfin presse quotidienne régionale, plus d'un titre national, plus d'une radio. Vous ne pouvez pas cumuler 15 titres de presse. L'antitrust, ouais. Comme c'était le cas avant. Exactement, c'était le cas avant. Et donc revenir simplement à ce qu'il y avait avant et arrêter cette espèce de truc complètement mortifère, quoi. Laure, tu veux apporter un élément de réponse? Il y a 2 ans, c'est ça, avec le FPL, vous avez ça à l'entrée à l'Infocom, au kiosque Infocom, les 50 propositions. Mais moi, je voudrais rajouter un truc, c'est que souvent, on a l'impression, quand on fait des festivals de journalistes de journalisme, ou quand on se retrouve, nous, journalistes, que c'est un peu de l'entre-soi. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Et peut-être, vous, en tant que... Comment on dit pour pas dire consommatrice non journaliste ou comme non journaliste ou en tout cas citoyen, acteur. Citoyen, mais nous aussi nous sommes des citoyens citoyennes. Peut-être qu'il faudrait lorsqu'il y a la commission parlementaire sur la concentration des médias qui a eu lieu il y a 2 ou 3 ans et François Bonnet qui était donc le président du FPL, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des manifs devant l'Assemblée nationale, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des collectifs de citoyens qui se montent pour dire nous on veut de l'information juste. Et ce que disait mon collègue de droite tout à l'heure, d'extrême droite, tout à l'heure à l'émission à l'air libre, on nous accuse toujours de faire nous du journalisme militant. Mais c'est en face, c'est lui qui le disait, donc je redis ce que tu dis, c'est en face qu'ils sont militants. Et pour faire gagner le grand capital, l'extrême droite, enfin tout ce programme mortifère qui est en train de se mettre en place en France et dans le monde. Donc je pense que c'est aussi aux citoyens, citoyennes non journalistes, c'est un peu long, de se mettre en assemblée en disant, en revendiquant le droit à avoir une information juste, avec du contradictoire et honnête, tout simplement. Et c'est vrai qu'on l'entend rarement. Merci Laure. Je complète en disant ça, c'est qu'il y a des éléments légitimes, une position légitime des citoyens non journalistes à exiger et à lutter contre ce qui apparaît comme une désinformation. Oui, mais quand l'information m'arrive, je ne sais pas que c'est de la désinformation. Oui, mais votre sens critique, il est où? La pluralité de vos sources, qui parle? Pourquoi? Moi, je fais des interventions très, très simples d'éducation aux médias. J'essaye de forger, dans l'esprit des jeunes qui sont devant moi, de forger ces éléments-là. Soyez critiques. Moi, à la limite que la sphère Bolloré déverse son message, sa doctrine, pourquoi pas? Il faut faire attention à ne pas être non plus le bourreau, après. La liberté d'expression, voilà. Mais qui parle? Est-ce que c'est de l'info? Comment je peux la croiser, cette info? Soyons exigeants et disqualifions les médias qui jouent avec ça. C'est pas un média d'information, c'est un média d'opinion. Donc, ça n'est pas une réalité, c'est sa réalité. La charte de Munich n'a pas de valeur légale, il n'y a pas d'obligation. La charte de Munich, on parle de déontologie, et on est sur un champ moral, on n'est pas sur un champ légal. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Cécile? Oui, sur les questions de déontologie, il y a un organisme qui s'appelle le CDJM, le Conseil de déontologie, qui peut être saisi
quand, par exemple, il y a un article où on estime que... Par des citoyens. Par des citoyens, absolument. S'il y a un article, une intervention médiatique dans laquelle on considère qu'il y a un manquement à la charte de Munich et à la déontologie journalistique, on peut le signaler et l'organe rend un avis et donc indique ici, pour telle et telle raison, il y a eu un manquement manifeste à la déontologie. Donc c'est aussi une manière d'informer, de caractériser toutes les problématiques qu'on peut avoir sur des médias, d'ailleurs sur tous les médias, et évidemment ça ne concerne pas que les médias du groupe Bolloré. Allez, vas-y Tristan, je t'en prie. Surtout, il faut comprendre que c'est un projet beaucoup plus large en fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que là on parle d'atteinte à la liberté de la presse, mais c'est vraiment un plan. Je pense, on parle beaucoup d'extrême droite, mais je pense qu'à un moment donné, il faut parler du plan Périclès, d'Édouard Sterrin. Je veux dire, à un moment donné, même les écoles, il y a plein d'écoles publiques qui ferment dans les campagnes, et Sterrin ouvre des écoles privées qui subventionnent. Donc, en fait, c'est ça. C'est l'arbre un peu qui cache une forêt, qui cache un projet politique, en l'occurrence. Et donc là. Oui, non, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est ça. C'est comment est-ce qu'il faut faire pour remporter la bataille des idées aujourd'hui. Si j'avais la solution, je vous la donnerais, mais je pense que, en tout cas, c'est à nous tous de la trouver collectivement, quoi. Allez, est-ce que ça commence là et par ce débat et cette prise de conscience. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On touche aux limites horaires de cet échange. Bon, je vous en prie. Merci pour le micro. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé des municipales comme un peu révélateurs. À quel point est-ce que vous avez une première vue sur à quel point c'est révélateur sur les atteintes à la liberté de la presse? Est-ce qu'il y a une intensité vraiment accrue? Révélateur, je ne sais pas. Mais on a à l'Observatoire, alors les collègues peuvent s'exprimer en tant qu'acteurs de terrain, mais à l'Observatoire, on a déjà constaté quelque chose, rationnellement. Cécile? Nous, on donne très peu de chiffres avant d'avoir vraiment fait tout un travail où on a plusieurs personnes qui vont travailler sur un cas, on analyse, enfin, c'est un travail très long et on réagit jamais à chaud sur ce qui se passe. On prend vraiment toujours le temps et notre objectif, c'est que quand on donne une information, on en est sûr, c'est du béton. Donc on n'a pas d'éléments d'analyse à donner. Pour le moment sur les municipales parce qu'on n'a pas encore analysé tout ce qui s'était passé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit, on observe. Et on va voir après qu'est-ce qui est lié au municipal ou pas, mais simplement que sur les 3 derniers mois, on a beaucoup d'atteintes, parce qu'on a une centaine d'atteintes en attente d'être analysées et d'être vérifiées. Donc toutes ne seront pas recensées à la fin, mais on voit qu'en période électorale, globalement, on voit qu'il y a des dossiers qui nous arrivent, on voit qu'il y a des signalements qui sont liés à ce contexte-là. Après, il faut qu'on fasse notre rapport. C'est avec ce travail-là et ce long travail qu'on fait de manière bénévole et en rémunérant des journalistes qu'on va pouvoir vous dire comment se passent les atteintes en période électorale, qui les commet, quel parti. On a vu qu'il y avait... pour vous donner une idée, en 2024, sur les atteintes liées à des sujets politiques, donc à des articles sur la vie politique, dans 2 tiers des cas, c'était des sujets sur l'extrême droite. C'est ce qu'on observe en 2024. Est-ce que ça va être le cas pendant les municipales? Je suis incapable de vous le dire parce que pour le dire, nous, on veut le vérifier, on veut en être sûr. Si vous voulez nous aider à faire ce travail, parce que c'est un travail de longue haleine, nous avec Olivier on est bénévoles, on est une petite association, vous pouvez nous aider, soit en adhérant et en venant participer, mettre la main à la pâte, que vous soyez citoyen ou journaliste, soit en nous soutenant. On a une page de dons sur notre site ofalp.org et vous pouvez aussi contribuer si vous êtes une organisation ou membre d'une association locale qui a des liens avec le média ou la défense des libertés publiques, vous pouvez adhérer et vous pouvez nous faire remonter des cas. Et si vous êtes journaliste et que vous subissez une atteinte, on vous refuse un document, on vous empêche d'accéder à une conférence sans aucune raison, on vous menace, signalez le cas parce qu'une de nos forces aussi, ça va être de pouvoir dénoncer ce qui se passe. Et on a un mail pour ça qui est sécurisé, signalement@ofalp.org, donc n'hésitez pas. Merci. Je pense que, eu égard au temps qui nous a été imparti, il va falloir s'arrêter. Je voudrais conclure en remerciant chaleureusement des gens qui ont les mains dedans, vraiment, qui travaillent cette matière de l'information et qui la travaillent avec une vraie conviction qui dépasse les intérêts corporels, on l'a compris. On discute, si vous voulez, après, soit avec Splend, librement. Il y a des aventures humaines, il y a des belles aventures humaines dans ce que je connais, et il y a des belles aventures collectives. Je voudrais conclure en vous disant que l'édifice communicationnel est en train de se transformer, se transforme et devient un bastion.
Le travail des journalistes, c'est pas seulement de tendre le micro. Donc ces murailles auxquelles nous sommes confrontés, c'est notre job d'apprendre à les contourner. Sauf qu'elles sont de plus en plus hautes, elles sont de plus en plus élaborées, il y a de plus en plus d'archers sur les créneaux. Je vous donne un exemple pour conclure. Le combat doit continuer, il y a des échéances électorales, il y a un projet de société qui est en train de se dessiner. Nous, on pense que l'un des piliers de la démocratie, c'est la capacité de chacun d'entre nous à être informé correctement. J'ai enfoncé une porte ouverte, qui peut être contre ça? Bon, ça, la bataille n'est pas terminée. On a un continuum de sécurité dans les années 2000 qui a voulu être transposé en France avec une interdiction aux journalistes de photographier des forces de l'ordre en action. On a aujourd'hui, on est confronté à ça à l'OFALP, des procédures bâillons, qui est une nouvelle technique pour empêcher les journalistes de faire leur boulot. On assiste à des nouvelles façons de faire où, je vous le dis pour conclure et pour vous dire que le travail n'est pas terminé, on a besoin de votre vigilance et de votre soutien. 3615 OFALP. Oui, c'est daté. Par exemple, et je conclue là-dessus, le glissement du combat vers le droit des affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est attaqué, les journalistes sont attaqués au titre du droit de la presse, dans le champ judiciaire du droit pénal, du droit de la presse. On voit des stratégies de plus en plus fréquentes par des gens très, très puissants, et peut-être parfois moins puissants, glisser vers le droit des affaires. Donc c'est une façon de contourner le droit de la presse qui est plutôt bien disant en France, sur la base de la loi de 1881. Ce bouclier commence à être contourné. Donc ça veut dire qu'il y a un projet en route, que la question de l'information, c'est un nœud stratégique. C'est un nœud stratégique par rapport à la société dont nous voulons ou dont nous ne voulons pas. Les journalistes ne peuvent pas être les seuls acteurs, ne peuvent pas être. Nous sommes au front, entre guillemets, on n'est pas au Liban, nous sommes sur ce front social, mais sans vous, on ne peut rien. On a la presse qu'on mérite. Allons-y ensemble. Serrons-nous les coudes. Merci de votre attention, merci à vous tous et à vous toutes. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.